beaucoup d'être venu nous parler de cette mise au point, donc encore une fois de Catherine Deneuve ce matin, c'est à lire dans les colonnes de Libération. On va parler maintenant des prisons. Près de 110 prisons ont été perturbées ce matin en France. Journée de colère du personnel pénitentiaire, journée décidée après l'agression de 3 surveillants par un djihadiste la semaine dernière. Comment le gouvernement peut éteindre la grogne? On va en parler avec nos invités. D'abord, regardons les revendications avec Marie Fortunato et Soufiane Yassine. Depuis 6 heures ce matin, une soixantaine de surveillants de la prison de Vendin-le-Vieil est mobilisée pour dénoncer des conditions de travail jugées trop difficiles. Les collègues en ont marre, ils souffrent, ils se font. C'est limite une exécution sur le long terme. On se sent abandonné sur nos coursives, on se sent seul. L'accès à la prison est bloqué par un barrage. La mobilisation lancée par les syndicats aujourd'hui est nationale. Mais l'origine de la colère des surveillants vient de Vendin-le-Vieil, où la semaine dernière, 4 gardiens de prison ont été agressés par un détenu. L'une des revendications des grévistes était la démission du directeur de la prison. Sur ce point, ils ont été entendus. Pour autant, les grévistes sont déterminés à continuer leur mouvement. Ça n'est pas la fin en soi, ce qui compte c'est le reste. Après, nos conditions de travail, notre sécurité, le manque d'effectifs, que ce soit en personnel de surveillance et aussi en encadrement. Qu'on nous laisse faire et que surtout on écoute les gens de terrain, les gens qui savent faire. Aujourd'hui, les gens dans les bureaux prennent des décisions, ils ne savent pas faire. 2 tiers des prisons seraient touchés par cette mobilisation. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, doit se rendre à Vendin-le-Vieil demain. Et Wilfried Fonck nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du syndicat UFAP-UNSA Justice. William Molinier est également avec nous. Bonjour William. Bonjour, la mobilisation continue cet après-midi? La mobilisation continue cet après-midi, oui. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est totalement ubuesque et absurde, où finalement des fonctionnaires qui n'ont pas le droit de grève, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des personnels qui sont mobilisés sont soit en repos, soit en congé, ou soit ont décidé de ne pas prendre leur service. C'est-à-dire que de manière disciplinaire, ils sont susceptibles d'être sanctionnés. Donc aujourd'hui, on est obligé de se mettre dans cette situation tout simplement pour pouvoir faire le travail pour lequel on est payé. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure de pouvoir exercer nos missions de garde, de sécurité et de réinsertion. Par des manques de quoi? De moyens? Par des manques de moyens humains, parce qu'il manque énormément de personnel. Aujourd'hui, on peut estimer environ, sur le plan national, entre 1500 et 2000 personnels. Des moyens matériels adaptés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations aussi, par exemple la prison de Fresnes, qui est dans un état de vétusté qui est totalement lamentable. Les prisons situées en Outre-mer, qui sont dans un état délabrement aussi très avancé, et où finalement l'éloignement de ces territoires va faire aussi que il y a des difficultés de gestion, d'approvisionnement en matériel. On a eu le cas dernièrement sur Bémao, où une pièce d'un matériel de sécurité a été défectueuse, et où il a fallu attendre plusieurs jours, et que les personnels se mettent devant l'établissement pour que cette pièce y arrive. Enfin, c'est scandaleux. Ubuesque, vous avez dit, la situation n'est pas nouvelle. L'étincelle, finalement, William, ça a été l'agression jeudi soir de 3 surveillants. Oui, absolument. Ça a été cette problématique qui est au cœur aujourd'hui de l'interrogation de la ministre de la Justice, de la chancellerie. C'est que faire de ces détenus condamnés ou prévenus pour des faits de terrorisme. On tâtonne pour l'instant. Il n'y a aucune solution, aucune recette miracle qui est sortie pour l'instant du chapeau de la garde des Sceaux. Il y a des annonces qui doivent être faites, on nous a dit, début février. Est-ce que du coup ces annonces vont être rapprochées pour coller à cette séquence et vont être annoncées dès demain? Ça va être un petit peu la question. Oui, parce qu'effectivement, Nicole Belloubet se rend dans la prison de Vendin-le-Vieil où s'est déroulée cette agression. Vous attendez quoi de la visite de la garde des Sceaux? Là, aujourd'hui... Vous jugerez sur pièce, en fait. Voilà, c'est-à-dire que déjà, Madame Belloubet va se présenter à l'établissement. Il faut qu'elle sache qu'elle est particulièrement attendue par les personnels de l'établissement et puis quelque part par la France pénitentiaire entière. Et puis aujourd'hui, venir 4 jours après les faits, voilà, ça montre un peu son... tard. Pour nous, c'est tard, oui. Voilà, comment elle manifeste son empathie pour les personnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2018, on va fêter le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. On se retrouve comme en 1914, c'est-à-dire que finalement, on envoie au front les personnels en sachant que les pertes vont être lourdes. Mais c'est pas grave, on les envoie quand même.
Voilà. L'image est forte, hein. Oui, l'image est forte, mais aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui c'est ça, Magali. C'est-à-dire Dans les prisons françaises, c'est ça. Aujourd'hui, c'est entre 4500 et 5000 agressions par an. Vous, par exemple, vous avez déjà été agressé? Bon, alors, j'ai été victime d'une agression, d'une bousculade. C'est pas quelque chose d'énorme. Mais aujourd'hui, être surveillant pénitentiaire, c'est passer sa journée à se faire insulter, cracher dessus, menacer. Donc Qui accepterait aujourd'hui de gagner 2000 € par mois pour faire ce métier-là? Qui? Mais vous arrivez au travail le matin avec quoi? La boule au ventre? Les personnels arrivent avec la boule au ventre. C'est-à-dire qu'en quittant leur maison, ce qu'on connaît finalement avec la police nationale, où les policiers ont exprimé déjà ces craintes de quitter leur domicile le matin pour aller prendre leur service dans la rue, eh bien aujourd'hui, petit à petit, cette problématique se décale derrière les murs des prisons. Et ça, c'est nouveau? Ça, c'est nouveau. Il y a toute une évolution qui effectivement s'est mise en place. Alors, c'est pas ciblé uniquement sur les terroristes islamistes. C'est une évolution de la délinquance, de la population pénale. Et du coup, c'est votre quotidien. Alors, Emmanuel Macron, semble-t-il, a entendu votre colère, puisque quand il s'est exprimé devant les magistrats ce matin, eh bien, il a annoncé un grand plan global pour les prisons. Écoutez-le. Le président de la République, donc. La prison, quant à elle, au-delà des 15 000 places à construire sur lesquelles je me suis engagé, doit être profondément modernisée, transformée. J'ai demandé à ce qu'un plan pénitentiaire global me soit soumis avant la fin du mois de février 2018, qui concerne non seulement les questions immobilières, mais les personnels pénitentiaires, qu'il s'agisse des personnels de surveillance ou des personnels de probation et d'insertion. Il concernera également le renseignement pénitentiaire et d'une façon générale, le statut de détenu. Votre avis des annonces présidentielles? Le président de la République, finalement, est dans la continuité de ce qu'avait souhaité M. Urvoas, c'est-à-dire construire 15 000 places de prison. Donc pour nous, c'est pas une nouveauté. Derrière ça, 15 000 places supplémentaires, bon, ok, c'est bien beau. On va pouvoir effectivement peut-être espérer endiguer la surpopulation carcérale. Peut-être, parce que généralement, quand on construit des prisons, on a tendance à les remplir un peu plus. Absolument. Mais derrière, est-ce qu'on va avoir les personnels pour pouvoir gérer ces établissements? C'est ça que vous demandez d'abord. Et oui, je veux dire, c'est bien beau d'ouvrir des nouveaux établissements. Et puis, entre l'annonce et la sortie de terre réelle d'un établissement et de la remise des clés, en gros, c'est entre 5 et 7 ans. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? William? Absolument. Simplement un chiffre pour bien comprendre. En 25 ans, on a multiplié par 2 le nombre de places de prison. On est passé de 30 000 à 60 000 places aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 70 000 écrous de personnes qui sont en prison et 10 000 qui sont en situation de liberté, par exemple sous bracelet électronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, plus on construit de prisons, plus on les remplit, alors même que la délinquance n'augmente pas forcément aussi vite. Donc le tout carcéral n'est pas forcément la solution pour vous? Le tout carcéral, alors est-ce que c'est la solution ou pas? Voilà, on n'a pas forcément la solution et la réponse magique. Mais en tout cas, pour ce qui est du milieu carcéral, il est évident qu'aujourd'hui, parce qu'on va attaquer aussi les chantiers justice, on va attaquer la loi de programmation pour la justice, il est évident que cette loi de programmation doit aussi être l'occasion pour les parlementaires de mettre sur la table le sujet de la prison. Un sujet qui n'intéresse personne tant qu'il s'y passe rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une situation où un individu est condamné ou placé en détention provisoire le temps de l'instruction d'un dossier. On le met derrière 4 murs et puis après, tant mieux. Mais après. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui travaillent derrière ces murs et dont la mission, c'est de faire en sorte qu'en sortant, les individus qui entrent soient meilleurs qu'en arrivant. Oui. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Cette mission n'est pas du tout remplie. Elle est oubliée. Le président de la République en semble conscient. Écoutez-le sur les peines utiles, dites utiles. Je souhaite que l'on puisse distinguer entre une peine utile et une peine inutile. Je souhaite aussi qu'une peine prononcée soit une peine effectuée. À l'heure actuelle, les articles 723-15 et suivants du Code de procédure pénale conduisent à examiner de fait un aménagement pour toute peine de prison ferme inférieure ou égale à 2 ans. Cette disposition est utilisée essentiellement comme dispositif de gestion de la surpopulation carcérale. Je me suis exprimé devant la Cour européenne des droits de l'homme pour dire combien la situation des prisons en France était indigne. Pour autant, cette surpopulation est un symptôme
Et je ne veux pas d'une réforme qui ne cherche qu'à faire tomber la fièvre plutôt qu'à s'attaquer à la maladie. Le constat est le bon ? Alors en tout cas, de s'attaquer à la maladie plutôt qu'aux symptômes, constat partagé, ça c'est certain. Pour autant, au niveau de l'UFAP-UNSA Justice, ça fait 30 ans qu'on s'attaque à la maladie, qu'on essaye de proposer en tout cas des moyens d'y remédier. Et force est de constater que généralement les propositions, et tout à l'heure on parlait de la gestion des détenus terroristes, c'est vrai qu'on évoque plein de choses, mais il y a aussi une partie qui est un peu différente. On pourrait très bien envisager d'avoir des structures adaptées à ce type de profil. Il y a eu des essais. Alors, il y a les eu unités des essais spécialisées. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a eu les unités dédiées, les unités de prévention de la radicalisation et aujourd'hui les quartiers d'évaluation de la radicalisation. Seulement, à quoi ça sert ? Hormis avoir un effet prophylactique. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Justice dit, voilà, on a créé des structures au sein desquelles on va incarcérer les détenus islamistes ou radicalisés. Alors déjà, une personne radicalisée, on pourrait aussi se poser la question de savoir ce que c'est. Au-delà, on se retrouve avec 200 places pour 500 détenus terroristes. Au sein d'unités ou de quartiers, au sein desquels règne ce que l'administration pénitentiaire a décidé de mettre en œuvre, c'est-à-dire une étanchéité relative. Alors, étanchéité relative, pour que tout le monde puisse bien comprendre ce que c'est, vous prenez une boîte en plastique hermétique. Voilà, vous faites des trous à l'intérieur, et puis vous placez un liquide. Quand vous retournez, ça passe. Voilà, en fait, votre boîte en plastique, il y a des trous dans vos unités, vous. Ça devient en fait une passoire. Et bien aujourd'hui, voilà ce que c'est qu'un quartier d'évaluation de la radicalisation. C'est-à-dire qu'on va aller y mettre des détenus incarcérés pour terrorisme islamiste pour évaluer leur potentiel de dangerosité et de récidive. Et on les coupe des autres, non pas pour éviter qu'ils puissent aller propager l'idéologie islamiste ou djihadiste, mais tout simplement pour que le reste de la population pénale n'ait pas d'influence sur l'évaluation en cours. Ouais. On marche totalement sur la tête. Et donc la solution pour vous, c'est quoi ? C'est de les mettre, tous ces détenus, les condamnés ou prévenus pour des faits de terrorisme, dans une seule et même prison ? Alors une seule et même prison, quand on voit qu'on en a 500, ça peut déjà devenir quelque chose de très lourd. Nous, on est plus partisans au niveau de l'UFAP-UNSA Justice de créer des structures adaptées à taille humaine. Alors quand il dit taille humaine, allez, entre 50 et 70 individus, grand maximum. Donc construire par établissement. Par établissement. Alors pas forcément par établissement, mais avoir un établissement complet. Oui. Voilà, qui serait d'un effectif de. Mais est-ce que c'est pas dangereux finalement qu'ils se retrouvent ensemble, puisqu'on a eu des cas où des attentats étaient préparés. Daesh s'est construit dans une prison. Oui, les GIA en Algérie, je suis d'accord avec vous. Mais toujours est-il qu'en France aujourd'hui, on est en train de gérer les terroristes islamistes comme on a géré les détenus de l'ETA du Pays Basque. C'est-à-dire qu'on les dissémine aux quatre coins du territoire, comme ça, hop. Mais seulement la grande différence, et c'est là où l'administration pénitentiaire a pu commettre une erreur, c'est qu'il y a une grande différence entre un terroriste islamiste et un terroriste basque. C'est-à-dire que le terroriste islamiste, qu'il soit seul ou qu'il soit trois, les dégâts forcément ne seront pas les mêmes, mais en tout cas lui, il va faire des dégâts. Parce que derrière son objectif, la prison pour lui est un temps utile. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gouvernements précédents ont fait preuve de laxisme dans les questions ? Pourquoi ça explose à la figure de la France aujourd'hui ? C'est une question dont on parle depuis des années, c'est pas des mois, c'est des années. Le problème au bas mot remonte depuis le milieu des années 90 avec les attentats des GIA en France. Mais il est évident aujourd'hui qu'on est passé, je vais vous donner juste un chiffre. En 2013, on était à peu près à entre 100 et 120 détenus pour terrorisme islamiste. Aujourd'hui, on en est à 509. Voilà. En 5 ans, on a multiplié par 5. Oui. Mais sans anticipation, sans anticipation. Et encore, imaginez ce qui reste encore en Syrie. Enfin, Syrie, Irak, voilà, sur la zone, la zone irako-syrienne. Voilà, du Proche ou Moyen-Orient. Vous êtes extrêmement inquiet. Ah, nous, on est très inquiets, oui. Parce qu'effectivement, on a posé des questions à l'administration. Vous attendez les réponses ? On attend toujours les réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de pouvoir gérer une vague de 700 retours ? La réponse est non, c'est clair, c'est non. Vous avez été confronté à ce genre de public dont nous parlait un directeur de prison ce midi sur LCI, disant que c'est très difficile, parce que ce sont des personnalités qui vont varier d'un mois à un autre. C'est des gens qui sont effectivement dans des tentatives de dissimulation.
Voilà, je veux dire, l'Atakia, c'est pas qu'une histoire, quoi. C'est pas qu'une légende. Et effectivement, en fonction de l'individu, c'est en fonction du personnel qu'ils vont avoir en face d'eux, et ben, le comportement sera pas le même. Merci beaucoup pour votre témoignage direct. Merci. La grogne donc continue. Vous attendez des réponses, notamment demain, de la part de la ministre de la Justice. Merci William. Restez avec nous. On se retrouve juste après le journal avec notre invité politique. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc avec Suzuki Nice, S-Cross et Vita.